Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et le lundi, je suis en compagnie de Valérie Dionne de Y'a des matins. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. T'as eu une bonne fin de semaine? Oui, une belle fin de semaine, reposante, je te dirais. Profiter du temps automnal, oui. Même s'il est pluvieux, malheureusement. Ben, en fin de semaine, il faisait beau, par chance, hier, entre autres, là, vraiment de la belle température, mais j'avoue que cette semaine, ça part assez gris, merci, là. Mm-hmm. On a une émission assez chargée encore ce midi, hein. Il y avait beaucoup d'actualités vendredi dernier avec la fin de l'événement Savoir à faire, le passage de la ministre Lise Thériault, qui en était à sa 3e visite en peu de temps à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. Une entrevue que j'ai réalisée avec elle juste avant qu'elle quitte Sept-Îles en après-midi, donc vendredi. Lise Thériault, cette entrevue, on va vous la faire entendre vers midi 25 minutes. Et un retour sur l'événement Savoir à faire, on vous propose ça à compter de midi 35-40, là, avec Sylvain Larivière, commissaire industriel à développement économique Sept-Îles, Nancy Méthode et 2 participantes de cet événement. Je pense que c'est un des bons coups là de développement économique Sept-Îles. Ça a bien marché. Et puis, mon Dieu, c'était sur mesure pour Sept-Îles qui cherche à diversifier son économie. Oui, puis c'est une belle idée aussi de faire appel à des étudiants qui souvent ont plein d'idées dans la tête parce que bon, t'es vraiment là-dedans puis tout ça, puis t'as un regard extérieur. Donc franchement là, je trouve que chapeau à développement économique Sept-Îles pour cet événement-là. Ça a été un beau gala d'ailleurs vendredi midi avec la ministre. Les jeunes étaient enthousiastes, là, les 2 qu'on a sur l'entrevue qu'on va entendre un peu plus tard. Vous allez voir qu'ils ont adoré leur semaine à Sept-Îles. Il y a une des 2 étudiantes universitaires qui est une fille qui est établie à Sept-Îles. Elle n'est pas native d'ici, mais quand même, ça devient très intéressant de voir leur point de vue sur notre économie. Il y a aussi beaucoup le dossier de la santé, Valérie, qui a fait jaser la semaine dernière. On va faire le point dans quelques instants. Denis Mious sera avec nous. Il est président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux. On a parlé beaucoup d'Optilab, des délais déraisonnables pour obtenir certains résultats, notamment en biopsie. On fait le point là sur les problèmes liés à l'absence de pathologistes intéressés à s'installer sur la Côte-Nord. Et on parle aussi du fonctionnement, du rôle du CA. Denis Mious, on fait le point en entrevue dans quelques instants sur nos ondes. Et puis en fin d'émission, on parle de la guignolée. Oui, tout à fait. On va recevoir la vraie guignolée. Oui, les gens des Chevaliers de Colomb de Sept-Îles, donc Normand Primard et Régent Rioux, parce que c'est en fin de semaine la guignolée des Chevaliers de Colomb. En fait, dimanche que faudra sortir nos dons et nos denrées non périssables. Et c'est une guignolée donc pour les plus démunis, on s'entend. Ça fait maintenant plus de 70 ans que ça se déroule. On se disait ce matin, après moi, c'est une des plus vieilles guignolées dans le coin. Ils pourront répondre Québec, à notre question. Je pense que c'est pas mal eux autres qui ont inventé ça, les Chevaliers de Colomb. Probablement. C'est une organisation religieuse qui a des bases historiques depuis des centaines d'années, sûrement au Québec. En tout cas, on va en parler avec ces 2 porte-paroles. On va parler surtout de comment ça s'organise chez nous. C'est toujours, bien sûr, au bénéfice des familles à plus faible revenu, les familles vulnérables dans notre communauté à Sept-Îles. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, une courte perte de courant a entraîné une baisse de pression ce matin à l'usine d'eau potable de la ville de Port-Cartier. Ce problème technique incite la ville à émettre un avis d'ébullition pour tous les utilisateurs du réseau à Port-Cartier. Il s'agit d'une mesure préventive qui sera maintenue pendant 2 jours. Selon le contremaître en charge de l'usine de filtration, Thomas Gondin, il ne faut pas prendre de chance puisque la qualité de l'eau n'est pas garantie à 100% actuellement. Les citoyens de Port-Cartier sont donc invités à faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant consommation. L'eau peut sans problème être utilisée pour la douche et le lavage des vêtements. La ville doit prélever des échantillons d'eau pendant 2 jours consécutifs pour fin d'analyse avant de lever l'avis d'ébullition.
La doyenne de l'enseignement chez les Inuits, Yvette Vachon, démissionne et critique le conseil de bande Itum. Elle enseignait la langue Innu à l'école Johnny Pilot d'Ouachat. Yvette Vachon estime que le conseil brime ses valeurs et ses convictions profondes par sa gestion du domaine de l'éducation. Elle souhaite que la relève Innu soit formée par des enseignants Innu. Selon Yvette Vachon, il y a assez d'Innu qualifiés à Ouachat-Mac-Maliotenam. Elle constate que sa communauté vit des problèmes différents des non-autochtones. Yvette Vachon affirme dans sa lettre de démission qu'elle a l'impression que les non-autochtones sont là pour coloniser ou évangéliser les jeunes Inuits. Le Cégep de Sept-Îles est devenu récemment le premier collège vélo sympathique au Québec. Il a reçu une mention honorable décernée par Vélo Québec. L'organisme souligne l'aménagement de stationnements pour vélos, l'accès aux douches pour les gens qui se déplacent en bicyclette et les initiatives de sensibilisation. Le Cégep de Sept-Îles entend prendre conseil auprès de Vélo Québec pour bonifier ses installations et poursuivre la promotion du déplacement à vélo en toute saison. L'enseignant Alexandre Jean, fondateur de l'organisme Sept-Îles Vélo Cité, est à l'origine de la candidature du Cégep de Sept-Îles auprès de Vélo Québec. En plus d'être le premier cégep au Québec, le Collège de Sept-Îles est la première organisation dans l'Est du Québec à recevoir la mention Vélo sympathique. L'agent de la FTQ Construction, Bernard Rambaud-Gauthier, croit encore que l'abolition du placement syndicat par la ministre Lise Thériault avec la loi 33 il y a 5 ans est un échec pour les travailleurs. Il remarque que ce sont toujours les mêmes qui travaillent sur les chantiers de la Côte-Nord. Selon Bernard Gauthier, les jeunes diplômés de la construction et les Inuits compétents ne trouvent pas de travail. Il aurait aimé rencontrer la ministre de passage à Sept-Îles vendredi, mais il était à l'extérieur. L'agent syndical de la FTQ affirme que la loi 33 est un désastre parce que la roue ne tourne plus dans l'industrie. Bernard Gauthier invite la ministre à venir rencontrer les travailleurs de la construction de la Côte-Nord. Il croit que c'est grâce aux syndicats si la région a un meilleur taux de placement des femmes sur les chantiers. Rambaud-Gauthier estime que le gouvernement investit dans les mauvaises solutions pour l'industrie de la construction. 5 projets gagnants ont été dévoilés lors du gala de clôture de l'événement Savoir à faire tremplin vers le Nord vendredi à Sept-Îles. 47 étudiants de cycle universitaire supérieur et 150 personnes du milieu des affaires ont étudié 32 projets dans différents secteurs comme la transformation des métaux et le tourisme. Pour le commissaire industriel et directeur de développement économique Sept-Îles, Sylvain Larivière, l'événement aura entre autres permis d'identifier des projets viables chez nous. Un super concept, avoir 47 étudiants qui viennent de toutes les origines, qui viennent de toutes les disciplines, penser avec nous autres, puis de réfléchir à des idées d'affaires, puis de avoir un œil extérieur, c'est magique. On peut pas avoir plus que ça, là. Le Grand Prix de Savoir à faire Sept-Îles 2016 est allé à un projet touristique appelé Caravelle, porte d'entrée emblématique de l'Est du Canada. Il propose une expérience unique de découverte des Premières Nations et de la Nouvelle-France avec la revalorisation d'un navire du 17e siècle. Le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, et la ministre responsable des PME et du développement régional, Lise Thériault, se sont dit étonnés par le travail effectué en une semaine par les participants de Savoir à faire à Sept-Îles. Et malgré de bons commentaires pour la Sept-Îlienne de 12 ans, le coach de la voix junior Alex Nevsky n'a pas choisi Sophia Poirier lors des duels diffusés hier à TVA. Il a préféré Gabrielle Audet à la suite de l'interprétation par 3 participants de la chanson Je cours après Marie de Patrice Michaud. Les 3 coachs ont multiplié les éloges envers la chanteuse de Sept-Îles. Marc Dupré a comparé Sophia Poirier à une ange douce, délicate, avec un petit cristallin dans la voix. Marie-Mé a craqué pour Sophia, qui est la mise gagnante de son duel. Alex Nevsky a dit adorer Sophia Poirier pour sa douceur, sa canteur et l'espoir qu'elle dégage en chantant. Ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Denis Mious, dans quelques instants. Attitude. L'hiver est à nos portes et Honda Récréatif Sept-Îles fête ça avec vous. Ce jeudi, vendredi, samedi, c'est nos journées portes ouvertes. 30% de rabais sur tous les casques HJC en inventaire. Snowcross Full Face modulaire. Plus, on paie les taxes sur tous nos vêtements d'hiver. Et encore plus, pour 3 jours seulement, jusqu'à 3,68% en taux d'intérêt sur nos motoneiges neuves. Jeudi, vendredi, samedi! Commencez donc l'hiver du bon pied avec Honda Récréatif Sept-Îles.
Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites confiance à nos spécialistes pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Il y a beaucoup de questionnements au niveau des services de santé à cette île depuis quelques jours. Ça fait beaucoup l'actualité. On va parler de la situation avec le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Denis Mius, bonjour. Bonjour, Jean. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. On Merci. parle d'abord des délais là pour obtenir des résultats d'analyse en laboratoire. Ça fait beaucoup la manchette au cours des 2 dernières semaines, particulièrement la situation pour cette île. Là. Actuellement, bon, on est heureux, il y a une solution. Là. Un des problèmes, c'est l'absence de pathologistes sur la Côte-Nord. Hein? Tout à fait, Jean. Depuis 2015, fin 2015, l'entente provisoire que l'équipe de pathologistes du Bas-Saint-Laurent avait accordée à la région de Sept-Îles et de Baie-Comeau, les pathologistes du Bas-Saint-Laurent ont mis fin à cette entente-là en décembre 2015. Et de janvier 2016 à juin 2016, on a reçu des services de plusieurs pathologistes différents. Malheureusement, ces pathologistes-là ont retiré leur offre graduellement, leur offre de service, ce qui nous a obligés à transmettre malheureusement plusieurs de nos échantillons vers un laboratoire de l'Ontario. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a déclenché là, il y a 2 semaines là, cette vague médiatique là, pour dénoncer cette pratique-là. Mais quand on n'a pas de pathologiste, il faut faire analyser les échantillons. C'est ce qui est arrivé. On était obligé d'aller en Ontario. Cependant, avec tout le travail que les gens du CIS ont fait depuis janvier 2016, là, il faut se le dire, là, on travaille là-dessus depuis janvier 2016 pour trouver des pathologistes, pour desservir la Côte-Nord, pour desservir les 2 principaux centres, là, soit Sept-Îles et Baie-Comeau. Il y a 2 pathologistes qui nous ont avec qui on est sur le point de s'entendre, et il y a 3 autres pathologistes qui nous ont offert leur service, alors qu'il reste à encore certains détails à régler avec eux là, pour que ces gens-là puissent analyser nos échantillons. Et ça va se faire à distance, hein, si je comprends bien. Toutes les solutions qu'on a, là, il n'y en aura plus de pathologistes qui vont s'établir sur la Côte-Nord. On oublie ça, là, ça semble plus pensable. Mais écoutez, l'hôpital de Sept-Îles, le point de service de Sept-Îles est équipé en télépathologie, et il y a des pathologistes qui nous ont signifié leur intérêt de travailler avec l'organisation de Sept-Îles en télépathologie. Donc, ça veut dire que ici à Sept-Îles, on va prélever l'échantillon, on va mettre ça sur une lamelle, et les pathologistes de l'extérieur qui sont équipés en télépathologie vont pouvoir rendre un diagnostic. Est-ce qu'on y croit, la télépathologie, c'est aussi efficace? Pour toi, t'as pas d'inquiétude là avec le système qu'on propose? C'est la technologie moderne, hein? C'est la technologie moderne, et moi, j'ai aucune connaissance en télépathologie, là, faut bien le savoir, mais ce qu'on me dit, on m'a rassuré pour dire que oui, c'était efficace. Écoutez, ça fonctionne quand même depuis plusieurs années, et les résultats sont probants. Là. Il reste que, on a tous entendu le cas d'Arlène Baudin, par exemple, qui a attendu plusieurs semaines pour avoir des résultats en attente d'un diagnostic de cancer du sein. Ça, sur le plan humain, là, c'est pas le fun à vivre. Hein? C'est absolument pas le fun à vivre, et je suis de tout cœur avec Mme Baudin, et avec toutes celles qui attendent, tous ceux et celles qui attendent un diagnostic de savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, au moins on peut vous rassurer là que pour les prochains mois là, jusqu'à ce qu'on puisse avoir la connexion avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que la région 09 va être grappée avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et lorsque le Saguenay-Lac-Saint-Jean sera équipé avec et des pathologistes et des
l'instrumentation pour pouvoir desservir de façon efficace la Côte-Nord, ces délais-là vont être presque annulés. Là. Dans ces dossiers-là, Denis, tu as été interpellé, entre autres, par le maire de Sept-Îles, là, qui est impliqué au niveau du comité sur les soins de santé, là, le comité qui a été formé lorsqu'on a décidé d'avoir un seul centre intégré de santé. Il t'interpelle, entre autres, dans le projet OptiLab. On en a parlé au conseil d'administration. Toi, t'en penses quoi, là? Est-ce que tu as des inquiétudes face à la circulation ou le fait que plus d'échantillons vont se promener sur les routes? Là, on en a vu disparaître, entre autres, au cours des derniers mois. Ouais. Savez-vous qu'il y a 7 millions d'échantillons qui voyagent chaque jour au Québec? Qui se promènent d'un hôpital, d'un laboratoire à l'autre. Là. 7 millions. C'est quand même beaucoup. Et avec ce que le CIS de la Côte-Nord est en train de mettre en place, je pense que on va minimiser au maximum les risques de perte, les risques de qu'un échantillon arrive et qu'il soit périmé ou qu'il soit altéré. Et, écoutez, on est en train de mettre en place là, il y a une organisation de transport sécuritaire et efficient et on va être capable de tracer, de savoir où est chacun des échantillons qu'on va envoyer et puis il y a des règles qui vont édicter le maintien de l'intérêt de l'intégrité des échantillons. Puis le nombre de passages par jour là, OK, est encore à discuter avec un transporteur, mais ce nombre de passages là va être cohérent et va être ajusté aux besoins cliniques. On met tout en place pour que ces échantillons là arrivent à bon port dans les délais et dans la qualité que on aura besoin pour faire ces analyses-là. Je suis sûr que t'es pas sourd là à tout ce qui a été exprimé par les syndicats dans tout ça. Là. Eux autres défendent leurs membres. Hein? Et s'il y a des pertes d'emploi à cette île, c'est sûr que les syndicats vont faire leur travail. Par contre, en termes de services de proximité, ça t'inquiète pas le fait qu'on ait moins de gens qui traitent ce genre d'affaires-là là, ici dans un hôpital d'envergure, un hôpital régional comme cette île? Il y a une chose qu'il faut mentionner, Jean. Il n'y a aucun laboratoire sur la Côte-Nord qui va fermer. Aucun. D'accord? Mais il y a des pertes d'emploi. Si on réduit de 25% le nombre d'échantillons traités à cette île. Mais on va s'assurer que les intervenants qui œuvrent dans les laboratoires qui vont être accompagnés dans le changement vers une nouvelle gouverne unifiée. Et ces gens-là qui travaillent dans les laboratoires sur la Côte-Nord, maintenant ils vont dépendre. Lorsque ce sera prêt, ils vont dépendre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir certainement quelques pertes d'emploi, mais ce sera au minimum ce qui va se faire en perte d'emploi, ce sera au minimum. Est-ce que tu es satisfait de ton mandat? Là, ça va faire 1 an, tu es président du conseil d'administration. Il me semble que jusqu'à maintenant, vous gérez des problèmes, des coupures, de l'austérité. C'est pas un mandat facile. La première année n'a pas été facile pour toi, là. Ça n'a pas été facile pour l'ensemble du conseil d'administration. On était presque tous des nouveaux qui arrivaient dans le domaine de la santé. Et j'ai appris beaucoup, j'ai dû apprendre beaucoup mais avec l'équipe de direction qu'il y a au CIS de la Côte-Nord, en passant par le président directeur général, M. Fortin, en passant par l'équipe des communications, avec Mme Morin, en passant par tous les directeurs là, avec qui on a eu à travailler durant cette année-là. Ce sont des gens qui ont à cœur que le CIS de la Côte-Nord puisse jouer son rôle de donner le meilleur service possible aux usagers. T'as pas l'impression que les vraies décisions se prennent là au bureau du ministre ou à quelque part? Vous autres, vous gérez une certaine décroissance quand même depuis qu'on a tout fusionné ça. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect réorganisation là qui devait, entre autres, toucher beaucoup les postes de cadre, l'encadrement des travailleurs. Mais on gère une décroissance. On a moins de budget qu'avant pour la santé en Côte-Nord, non? Écoutez, le dernier budget là, sur lequel nous on a travaillé, c'est 352 millions. C'est quand même pas rien là. Mais c'est vrai que c'est pour l'ensemble de la Côte-Nord. Et on travaille à chaque jour à trouver les meilleures façons de travailler pour que le citoyen puisse recevoir les soins auxquels il a droit. Bien sûr, il peut arriver des ratés, comme on a connu avec les examens d'échantillons pour les pathologistes, mais comme vous voyez, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens du CIS, dès le mois de janvier 2016, s'affairaient à trouver des gens
pour remplacer les pathologistes du Bas-Saint-Laurent qui ont décidé de nous retirer leur offre. Le bilan des 2 députés péquistes là, de la Côte-Nord, ils l'ont fait la semaine dernière avec une de leurs collègues à l'Assemblée nationale du Québec. On dit qu'il conclut qu'on a miné le système de santé de la Côte-Nord. Il ne parle que de dégradation au cours de la dernière année. Là, beaucoup de gens qui ont dénoncé. Toi, t'es pas d'accord avec leur point de vue, là? Écoutez, il n'y a pas de système parfait. Je comprends très bien les 2 députés, soit Mme Richard, M. Ouellet, de décrier le système. C'est un système qui vient d'être mis en place. Ça fait quand même seulement qu'un an qu'on travaille dans tout ça. On va leur prouver qu'on est capable de donner les services avec le plus d'efficacité possible. Faut être vraiment certain que tant les administrateurs du conseil d'administration que tant la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux travaillent tous les jours à défendre la population, à défendre les usagers et pour leur offrir, comme je le disais tantôt, le plus grand service possible à des coûts le moins élevé possible. Il y a bien des gens à cette île qui se souviennent que Denis Mius a travaillé pour le Parti québécois, pour Denis Perron, a milité avec le PQ. Là, t'es-tu rendu du côté des libéraux, quoi, à défendre la réforme de Gaétan Barrette, ou si à l'interne tu travailles quand même un peu là pour tirer tout ce qu'on peut de notre bord sur la Côte-Nord dans ce contexte-là? Je travaille pour tirer tout ce qu'on peut de notre bord. En ce qui a trait à OptiLab, là, il faut comprendre qu'une chose, c'est une directive ministérielle, donc on peut pas se battre contre une directive ministérielle. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de voir à l'application de cette mesure-là en essayant que les impacts soient les moins importants possibles pour, encore une fois, assurer la qualité des services qu'on a en Côte-Nord. En tout cas, si on se fie au congrès de cette fin de semaine au Parti libéral, là, peut-être que l'austérité achève. En terminant, Denis, est-ce qu'on a un problème aussi là de recrutement sur la Côte-Nord? Je pense aux psychologues. Là, ça fait longtemps qu'il y a des postes ouverts. Il y a personne qui applique. Ça c'est pas un manque de fonds, là. L'argent est là. Les pathologistes, c'est un peu le même problème. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'en recruter, puis il y a personne qui veut venir sur la côte, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là, ce sont des travailleurs indépendants, d'accord? C'est comme des médecins. Ils veulent choisir où ils vont travailler. Puis je pense pas qu'il y a personne là, qui serait d'accord à ce qu'on oblige, à ce qu'on force des gens à venir travailler, à aller travailler où ce qu'ils veulent pas aller travailler. Donc, mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts qui se fait pour au niveau du recrutement des médecins, des spécialistes, et on leur dit que vivre sur la Côte-Nord, c'est un dépaysement, il faut le mentionner, mais quel beau dépaysement. Nous, on le sait, Jean, toi et moi et toute la population qui nous écoute, c'est beau la Côte-Nord, c'est le fun de vivre sur la Côte-Nord. Dans chacune de nos rencontres, on fait en sorte que d'essayer d'intéresser ces gens-là pour qu'ils viennent travailler en Côte-Nord. Au niveau des pathologistes, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Il n'y a pas tant de pathologistes que ça au Québec, là, et on sait qu'il y a énormément de travail qui se fait au niveau des pathologistes dans les autres grandes villes du Québec. Quand on est établi sur la Côte-Nord, on veut plus partir, mais les médecins qu'on cherche à recruter ne le savent pas, malheureusement. Denis Mius, un gros merci pour cette présence à Côte-Nord Attitude. Je rappelle que tu es président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le premier ministre s'apprête à réduire les impôts de 50%. Hey, bonne nouvelle, le prix d'essence vient tout juste de descendre sous les barres de 50 cents. Wow! Eh oui, le coût du panier d'épicerie coupera de plus de la moitié de son prix habituel. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin de la boutique Attraction. À la boutique Attraction, vous obtenez toujours un minimum de 50% de rabais sur une foule d'articles et d'activités offerts dans votre région. La boutique Attraction, des offres exceptionnelles sans exception. Visitez boutiqueattraction.com. Afin de prendre le pouls du milieu et de discuter avec les acteurs économiques locaux des meilleurs moyens de développer l'économie de cette île et de la Côte-Nord, la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, Lise Thériault a participé à la clôture de l'événement Savoir à faire à Sept-Îles le vendredi. Elle était ici aussi pour un point de presse le matin à titre de ministre de la condition féminine. Elle a annoncé un projet pilote pour augmenter
augmenter le nombre de femmes sur les chantiers de construction. Juste avant son départ, vendredi après-midi vers Québec, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec la ministre Lise Thériault. On vous la fait entendre dans quelques instants. Alex ne peut pas voir la différence, mais les pneus ne sont pas tous pareils. Seul le conseiller technique Ford d'Alex a l'expertise pour trouver les pneus d'hiver parfaits pour le véhicule d'Alex, selon ses habitudes de conduite et les conditions routières de sa région. En plus, personne ne vend les pneus d'Alex à meilleur prix. Et contrairement aux autres garages, Alex aura droit à une consultation privée. Avec un service personnalisé, Alex sait qu'il ne recevra pas par accident ce qu'il y a de mieux pour Alexis ou Alexandra. Lorsqu'il s'agit de votre Ford, faites comme Alex, méfiez-vous des autres pièces. Visitez votre détaillant au serviceford.ca pour les détails. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. La ministre Lise Thériault a passé une belle demi-journée à Sept-Îles ce vendredi. Elle est repartie après avoir rencontré tous les participants de ce fameux événement Savoir à faire tremplin vers le Nord. On l'a en entrevue présentement. Bonjour, Madame Thériault. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Vous savez que vous êtes la deuxième ministre dans la même semaine à Sept-Îles. Là. Ici, moi, j'entends souvent des critiques envers votre gouvernement libéral, mais les gens de la région apprécient votre présence. Là. On se sent quand même écouté. Je pense que c'est important d'aller à la rencontre des gens. Vous savez, moi, comme ministre responsable du développement économique régional, je me fais un devoir d'aller dans toutes les régions, vraiment. Et le sommet Savoir à faire, c'est un incontournable. Donc, je suis très heureuse que ce soit la Côte-Nord qui l'ait reçu pour cette fois-ci. Oui, et les gens avaient l'air très enthousiastes. Ça a été un bel événement de clôture aussi, là, ce midi. Dites-moi, vous l'avez mentionné, hein, c'est le genre d'événement qu'on devrait répéter dans chaque région du Québec. On en fait juste une édition par année, une région par-ci, par-là? Moi, c'est la deuxième édition que je fais cette année, parce qu'il faut les orchestrer quand même, parce qu'il faut avoir les infrastructures pour recevoir tout le monde. Il faut que les partenariats soient développés avec les gens du développement économique, avec les instances tales, avec le réseau, évidemment, universitaire. En début de mandat, c'est au mois de février, j'ai eu l'occasion d'aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a eu la Mauricie qui a eu son sommet Savoir à faire, il y a eu Laval-Laurentide, donc pas Laval-Laurentide, mais Laurentide-la-Nodière. Donc c'est la 5e édition et c'était vraiment la Côte-Nord qui l'avait. Je trouve que c'est intéressant parce que les régions qu'on a visitées étaient toutes des régions qui, à un certain moment donné, au niveau du développement économique, avaient besoin d'être d'un nouveau souffle, si vous voulez. Donc, de là, la beauté du partenariat. Aujourd'hui, ce midi, j'ai entendu plein de choses, là, même des gens d'affaires, le maire qui disait, mais c'est tellement intéressant de voir le dynamisme de ces jeunes-là qui arrivent ici, qui connaissent pas la région, qui regardent ça de leur propre œil, qui leur font réaliser que, finalement, vous voyez pas, vous voyez ça dans votre petite routine, puis vous avez tellement des belles affaires qu'on vient qu'on les voit plus quand on est trop dedans, là, comme on dit. Puis non, il y a vraiment des beaux projets. Puis je pense qu'il va y avoir certainement d'excellentes retombées. Le maire était enchanté. Les gens du développement économique, je pense qu'ils ont beaucoup de projets là dans leur collimateur. Puis je suis convaincue qu'il y a des jeunes qui ont découvert votre région qui vont venir. C'est un beau concept d'asseoir les gens d'affaires avec des étudiants universitaires comme ça, là, un point de vue extérieur et intérieur. Ce qu'on se demande souvent dans ce genre d'affaires-là, Mme Thériault, c'est si le suivi, si le gouvernement va avoir des fonds pour donner du suivi à ce genre de choses-là, démarrer des nouvelles entreprises puis diversifier une économie comme cette île, là, c'est pas évident. On a une certaine dépendance encore au fer puis à l'industrie minière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les autres éditions du sommet Savoir à faire, il y a eu au total 400 projets qui ont été déposés par les jeunes. Il y en a 100 déjà qui ont été réalisés. Donc c'est quand même un projet sur 4, c'est déjà beaucoup. Donc ça se fait avec les gens du développement économique, avec le ministère de chez nous, évidemment, le MESI, avec les gens d'Investissement Québec. Il y a un accompagnement qui est fait également par le réseau universitaire. Puis les projets sont capables de voir le jour. Vous savez, c'est sûr que quand les jeunes préparent quelque chose, mettons, pour de la récupération, puis que ça touche le domaine de l'aluminerie, Alouette ne peut pas faire autrement que d'être intéressé par le projet que les jeunes ont déposé, là. La ville, la même chose, là. Il y a eu un projet sur l'offre touristique. Il est évident que la ville va pouvoir récupérer ça. Fait que la ville est un partenaire, le développement économique est un partenaire, mon ministère est un partenaire, Investissement Québec, qui aura l'occasion de venir la semaine prochaine dans la région aussi, est un partenaire qui est important. Puis vous savez, il y a un coffre à outils au gouvernement, il y a des subventions, c'est possible, il y a de l'aide au démarrage, il y a des enjeux financiers, on a toutes sortes de choses dans notre coffre à outils pour pouvoir justement faire en sorte que ces projets-là puissent voir le jour. Puis quand on décide qu'on fait un sommet à faire dans une région, on le fait parce qu'on sait qu'on va aller avec les forces de la région, les attraits de la région. C'est ça que les jeunes
mettent en évidence, puis ils regardent ça de leur œil à eux, et c'est de là que souvent ça va émerger des beaux projets. Faut jamais oublier que ces jeunes étudiants-là, t'as du post-doctorant là-dedans, t'as des étudiants qui sont à la maîtrise, donc vous avez vraiment là la crème de la crème universitaire qui vient de regarder votre région d'un œil totalement différent, puis qui vous amène des solutions juste pour être capable de vous aider à continuer puis à développer des nouvelles choses. Donc franchement, là, on peut vraiment dire que la région de cette île, elle est très privilégiée d'avoir accueilli ce sommet-là. Madame Thériault, vous étiez ici aussi dans un autre dossier à titre de ministre de la Condition féminine, sans doute, là, pour parler des femmes en construction, une subvention de 100 000 $ qu'on donne au centre L'Émergent. J'étais un petit peu surpris d'apprendre que notre région avait la meilleure performance au Québec dans ce domaine-là. On parle de 4,4 % de femmes quand même. C'est peu là de femmes sur les chantiers de construction de la Côte-Nord actuellement. On veut vraiment améliorer ça, plus de femmes sur nos chantiers. Oui, c'est sûr que quand on regarde la statistique totale au Québec, c'est 1,5 %. Donc de 1,5 % la Côte-Nord, elle, c'est 3,4 %. Mais ailleurs, il y a c'est 2,4 %, pardon. Mais ailleurs, t'as une province qui est à 5 %, t'en as un autre qui est à 3 %. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs dans l'industrie de la construction. Il y a des femmes qui font des formations, qui vont chercher leur carte de compétences et qui quittent le métier. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est, étant donné que sur la Côte-Nord, vous faites des bons coups, vous êtes là l'endroit au Québec où le taux d'intégration des femmes est supérieur. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le Centre Immersion, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été rencontrer des entrepreneurs, ils ont été à la rencontre des syndicats, des organismes, pour voir s'il y avait la possibilité de faire un projet pilote. Et c'est vraiment en partenariat avec les gens de la communauté où la Commission de la construction du Québec est là comme partenaire, Emploi Québec comme partenaire, et nous pour le secrétariat à la condition féminine. Donc, on va prendre les meilleures pratiques de ce qui se fait sur la Côte-Nord. On va regarder c'est quoi aussi les barrières qui sont encore présentes, évidemment, sinon il y aurait plus de femmes, pour voir de quelle manière on peut résoudre ça, puis dire, telle problématique, voici, on peut faire ça. Un des problèmes, Mme Thériault, c'est le fly-in, fly-out, peut-être, hein? On en a parlé un petit peu aussi à la conférence de presse. Je sais que vous avez eu une rencontre avec des gens de la CSN, des syndicats, là. C'est pas accommodant pour les femmes, là, ni pour le travail-famille en général, la conciliation, là. Ben là, c'est dans un autre domaine. C'est sûr que le fly-in, fly-out, mais vous savez, il y a des femmes au niveau de la construction que les familles sont élevées, puis qui vont aussi, puis qui pourraient bien travailler sur les chantiers, là. Fait que c'est sûr que le fly-in, fly-out, il y a ça fait partie de la discussion qu'on a eue avec les groupes de femmes et les gens de la CSN que j'ai rencontrés. On m'a remis un rapport. Il y a des recommandations là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on va regarder pour travailler. Vous savez, comme je l'avais expliqué, au gouvernement, sous l'égide de la condition féminine, il y a la stratégie gouvernementale pour lutter contre les violences qui a été dévoilée là 2 semaines. Il y a une stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui sera dévoilée au printemps. Il y a également un plan d'action pour lutter contre les violences conjugales. Donc, il y a plusieurs plans d'action pour faire en sorte qu'on travaille plus vers l'égalité. C'est sûr que quand on lutte contre les violences, quand on lutte contre l'isolement, quand on aide les femmes à être plus autonomes, à gagner des bons salaires au niveau de la construction, il y a des bons salaires. Donc, c'est important que les femmes puissent aller aussi dans cette industrie-là et c'est ce qu'on vise avec le projet pilote qu'on met sur pied. Moi, Mme Thériault, j'ai parlé à Bernard Rambaud-Gauthier de la FTQ Construction. Là, il était pas à Sept-Îles aujourd'hui parce qu'il serait allé vous saluer, justement, puisque les syndicats étaient invités. Lui, il croit que le placement, à l'époque du placement syndical, là, les femmes avaient leur place plus facilement, que les syndicats sont toujours occupés de placer les femmes et les Inuits. Ça fait 4 ans, je sais que c'est plus votre ministère, Mme Thériault, mais la loi 33 qui a aboli le placement syndical, vous, 4 ans après, là, c'est une bonne loi au Québec? On a fait des changements majeurs qui s'imposaient? Ben, honnêtement, je pense que c'est aux gens de l'industrie que vous devez poser cette question-là. Moi, ce que j'entends par rapport aux travailleurs, par rapport aux entrepreneurs, que oui, c'est une bonne loi qui a été passée, que oui, ça a contribué à faire changer les choses. Est-ce que c'est la loi parfaite? Là, il faut voir avec les gens de l'industrie. Moi, j'ai toujours dit qu'à chaque fois qu'on avance dans le temps, il faut ajuster nos pratiques pour que ce soit les meilleures pratiques. Je pense qu'il y a certains syndicats qui travaillaient très bien avec les femmes. Monsieur Gauthier a raison de dire ça. Il y a d'autres syndicats qui travaillaient un peu moins bien avec les femmes. La preuve, c'est que le taux de femmes dans l'industrie est quand même très bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des projets pilotes pour être capable de trouver les meilleures manières. Puis, je pense que sur la Côte-Nord, il y a cette expertise-là. Vous savez, les gens de la Côte-Nord ont défriché, ils ont été précurseurs. Ben, pour
une fois qu'on peut défricher dans le domaine de la construction pour la place aux femmes, soyons-en fiers parce que ça reviendra, tout le crédit reviendra aux gens de la Côte-Nord parce que là, vous êtes vraiment performants. En tout cas, M. Gauthier, il vous invite à venir passer une semaine au moins puis aller en rencontrer des femmes sur le terrain, sur les chantiers, là, entre autres au chantier Romaine, il y en a un certain nombre, comme me dit. En fait, lui, il dit que le problème, c'est plus les Inuits, les jeunes diplômés en construction qui n'ont pas d'ouvrage dans notre région. C'est pas votre ministère, mais est-ce que vous concevez ça, quoi, que les jeunes... Parce que dans le fond, les femmes, on veut en diriger vers de la formation de plus en plus en construction. Si les jeunes femmes se placent pas, ce sera pas plus facile. Non, c'est sûr. C'est pour ça que les projets pilotes sont là. Par contre, au niveau des jeunes Inuits, ce que je tiens à dire, c'est que je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment pour la construction de routes où on a fait des projets spéciaux avec des jeunes de communauté pour être capable de les faire travailler. Vous aurez certainement l'occasion de voir d'ici quelques mois, mon collègue Jeff Kelly est en train de travailler une politique beaucoup plus globale qui va inclure les Inuits, les Premières Nations, donc toutes les problématiques autochtones, dont le fait que les jeunes doivent travailler puis on doit les intégrer aussi en emploi. Moi, je pense que tous les citoyens québécois, peu importe leur origine, peu importe son où, on a le droit de travailler, de gagner leur vie dignement puis de gagner des bons salaires. Puis c'est vrai pour nos jeunes Inuits aussi. Eh bien, Mme Listerio, ministre, un gros merci d'avoir pris quelques minutes avec nous avant de quitter cette île-là. Ça m'a fait plaisir, puis c'est mon 3e passage dans la région, mais je peux vous assurer que je vais revenir. Ben oui, deux tout récents. La dernière fois, c'était pour Tata Steel, ça fait à peine quelques semaines. Absolument. La première fois, c'était sur une consultation pour un plan d'action pour lutter contre la pauvreté alors que j'étais ministre des Services sociaux. Mais j'aurai certainement l'occasion de revenir. Vous savez, comme ministre du Développement économique régional, il y a beaucoup de belles annonces à faire. J'ai eu une bonne chose aussi avec le maire de cette île, avec les gens du Service du développement économique. Donc, il est évident que la région de la Côte-Nord a besoin qu'on travaille en étroite collaboration. Puis, fort probablement qu'au cours des prochains mois, vous allez avoir l'occasion de me refaire une entrevue. Ben, tant mieux, tant mieux. Cette semaine, c'est le ministre Sébastien Proulx qui s'est vraiment assis toute une journée à cette île pour parler avec les gens du milieu de l'éducation. Ça a été apprécié. On me dit qu'il y a Jean Damour qui s'en vient nous parler de la stratégie maritime très, très bientôt à cette île. Oui. On sent qu'on a de l'écoute. Des fois, c'est dans le suivi qu'on ne sait pas tout le temps si le gouvernement fait les bons gestes. Ben, moi, je peux vous dire que pour avoir parlé avec Jean Damour également, c'est ça qu'il y a 3 parts sur la Côte-Nord. La stratégie maritime vous touche vraiment de plein fouet. Quand on regarde les retombées économiques, l'argent qui est investi par le privé, pas juste par le gouvernement, la création d'emplois sur la Côte-Nord, ça, c'est quelque chose qui va être super intéressant parce que ça va être créateur d'emplois. Donc, Jean aura l'occasion de venir ici, comme les gens d'Investissement Québec sont ici la semaine prochaine pour la tournée du manufacturier innovant. Donc, je pense qu'au niveau du suivi, vous savez, oui, j'étais au courant que Jean était pour venir. On se parle beaucoup. Je pense aussi le fait que vous ayez Pierre Arcan comme ministre qui est responsable de la région, qui s'occupe du plan Nord également, ça fait la différence parce qu'il y a une certaine chimie entre les ministres et on se connaît depuis un bout de temps. Donc, c'est sûr que Pierre Arcan, comme chef d'orchestre pour la grande région, lui, nous interpelle aussi comme ministre en disant, ben, hey, t'es pas venu, on a ça à faire, gars, j'ai besoin de toi là-dedans. Je pense qu'il fait un excellent travail avec Laurence Méthode, qui est son attaché politique pour la région. Bon, on est vraiment dans tous les dossiers parce que je pense que toutes les régions ont vraiment besoin qu'on travaille avec elles selon leurs forces, selon leurs spécificités. Puis il est évident que la Côte-Nord a grandement besoin qu'on travaille avec les intervenants économiques et c'est ça qu'on entend faire. C'est pour ça que je vous dis, vous allez m'en voir. Ben, merci encore beaucoup pour votre disponibilité et bon retour à Québec. Merci bien. Attitude. L'UQAC ouvre ses portes le samedi 19 novembre de midi à 16h. Futurs étudiants, nous vous invitons à découvrir nos programmes d'études et à visiter le campus. À gagner, les droits de scolarité pour une première année d'études. Étudiants de la Côte-Nord, profitez du transport organisé pour vous rendre à l'UQAC. Inscrivez-vous uqac.ca/porte ouverte. On fait le bilan, un retour sur ce fameux événement tremplin vers le Nord, savoir à faire, qui a pris fin à Sept-Îles vendredi, avec les principaux organisateurs, 2 personnes de développement économique Sept-Îles et 2 participantes également. En entrevue dans quelques secondes. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites confiance à nos spécialistes pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre
Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88-968-1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Alors, on revient sur l'événement Savoir à faire tremplin vers le Nord, qui a quand même regroupé 47 étudiants d'un peu partout au Québec, chez nous, pour étudier notre économie de cette île. Sylvain Larivière de Développement économique de cette île. D'abord, on peut dire que c'est un bon coup, d'avoir réussi à décrocher ça chez nous, là. On était heureux de les accueillir, puis ça a donné des bons résultats, selon toi? Ah oui, ça a fait des très bons résultats. On a eu des idées d'affaires. Donc, il y a plusieurs occasions d'affaires qui vont être là, qui sont en fonction des besoins de la communauté aussi. On avait 4 thématiques qui étaient en lien avec cette île Port-Cartier. Donc, les projets qui sont là, avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs étudiants et des gens d'affaires. Donc, tout le lien entre ces personnes-là va faire en sorte qu'il va émerger des beaux projets, là. On parle au total quand même de 32 projets d'affaires. Il y en a quelques-uns qui ont été primés là, dans chacune des catégories, des projets dont on pourra parler plus à fond, entre autres quand ça va être rendu public le 17 février. Mais toi, d'après ce que tu as regardé, là, c'est des choses réalisables à cette île? Oui, pas mal toutes réalisables. Là, les journées qu'on a eues, on a vu des plans d'affaires, puis même les gens d'ici, les hommes, les femmes d'affaires qui étaient ici, ils regardaient ça, puis ils disaient, ouais, il y a vraiment des projets qui sont viables. Il s'agit d'avoir les ressources et avoir les gens, faire les efforts pour faire en sorte de les concrétiser aussi. Là. Je veux dire, toi, comme commissaire industriel, puis la Corporation de développement économique cette île que tu diriges, j'ai beaucoup de travail dans le suivi de ça. Vous allez mettre vos énergies là, comme on dit? Ben c'est ça, ça a été très intensif là, pendant 6 jours. Maintenant, c'est de mettre la table pour pouvoir concrétiser les projets, accompagner les entrepreneurs qui vont être là, les promoteurs. Donc, c'est vraiment des choses là, qui vont être intéressantes. C'est sûr que ça se fera pas du jour au lendemain, mais de partir avec les idées qui sont là, qui sont réalistes là, en fonction des besoins de la communauté, mais ça va être intéressant. Là. Nancy Méthode, ce qu'on recherche à cette île, c'est beaucoup dans la diversification de l'économie. Là, on avait effectivement pris des thèmes comme le bioalimentaire, le tourisme. On est allé aussi vers la transformation puis le secteur minier qu'on connaît bien ici. Notre monde, là, on parle de 150 participants de cette île Port-Cartier. Ils se sont impliqués beaucoup. Ils sont le feeling là, qu'est-ce qu'ils disent au bilan là, tout le monde est heureux? Tout le monde est heureux. On a eu une mobilisation extraordinaire. Les gens se sont présentés, ceux qui se sont inscrits ont été présents. On a eu des preneurs de notes, on a eu des animateurs, ça a été extraordinaire. Tout le monde était là. Lynn Trépanier est une des étudiantes qui a participé à l'événement. Là, elle étudie dans la région de Montréal en MBA. Lynn, une semaine à cette île d'abord en plein automne, c'était agréable au moins? Absolument. Le séjour a commencé avec une visite de la ville qu'on a tous bien appréciée. Cette île a beaucoup à offrir et on nous l'a offert. On a vraiment profité là, de cette opportunité-là pendant le séjour. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un événement comme ça, là, un peu pour donner un point de vue extérieur sur une économie locale finalement? C'est la première fois que je participe à un événement qui est organisé de la sorte avec vraiment les 3 parties, les intervenants du secteur économique, les étudiants des cycles supérieurs et aussi tout ce qui est gouvernemental. Alors, et tout ça pour flexer le muscle entrepreneurial pendant 4 journées sur des thématiques différentes qu'on ne connaît pas, dont l'équipe connaît très peu, et arriver avec des livrables de plans d'affaires, de projets d'affaires viables pour la région, adaptés aux thématiques de la région. C'est assez exceptionnel. Tu vas me dire, là, peut-être que les auditeurs l'ont pas senti, mais dans tes yeux, on le voyait, là, t'as apprécié ta semaine, ça t'a apporté quelque chose à toi personnellement. Mais pour la collectivité ici, est-ce que tu y crois? Est-ce que on va garder un héritage d'un événement comme Savoir à faire tremplin vers le Nord à cette île, d'après toi? C'est définitivement ce que je vous souhaite. C'est définitivement ce qui était dans l'esprit des participants. Ça, on l'a très bien senti. Et je pense que c'est aussi ce qui est dans l'organisation. Alors, c'est intégré à même l'organisation, puisqu'on a des intervenants du secteur local qui passent leur journée avec nous et qui nous orientent et nous informent. Donc, je pense que tout ça, c'est dans l'objectif d'avoir des retombées véritables. Si elles ne sont pas immédiates, il y a carrément des entrepreneurs qui se sont créés dans la jeunesse au Québec. Donc, ça va éventuellement se manifester. Dans tout ce que tu as vu cette semaine, là, qu'est-ce qui t'apparaît le projet sur lequel on devrait miser à cette île le plus intéressant ou le plus près, je sais pas, à créer de l'emploi pour chez nous? Il y a eu 32 projets qui ont été présentés. Là, ça, c'est
une colle, comme on dirait, comme question. Je pourrais pas le dire, en fait, parce que je pense que il y a quand même un défi, là, dans les prochains mois pour la région, pour justement répondre à cette question-là. Pour nous, on s'est bien amusé, mais on le fait avec toute notre énergie, toutes nos connaissances, toute notre passion. Je pense qu'à partir de là, il y a un travail, effectivement, qui commence, mais il y en a, c'est le jeu des nombres, hein. À partir de 32, si on en retient que 10%, c'est quand même 3 beaux projets. Et moi, je pense qu'on peut définitivement visualiser que 3 à 5 projets pourraient être retirés là, du savoir-faire 2016. Ah ben, c'est encourageant. On va suivre ça, c'est sûr. Olimar Jajuge, tu as participé toi aussi. Tu es étudiante universitaire ici à Sept-Îles. Tu la connais un petit peu, l'économie de Sept-Îles, là. Tu avais peut-être un avantage sur les autres, finalement, en participant à ça, non? Peut-être, oui. Ben, il y a quelques-uns qui ont pensé que oui, c'était un atout de m'avoir dans l'équipe. Je sens que je suis vraiment fière d'avoir participé à un événement comme ça parce que Sept-Îles, c'est une ville qui m'a accueilli avec des bras ouverts. Puis, je suis vraiment fière de contribuer avec mes idées pour le développement économique de la région. Juste à ton accent, j'aurais deviné que t'es pas native de cette île, là. Comment tu la trouves, la ville, sur le plan économique, là, de ce qu'on a discuté aujourd'hui? C'est une ville qui a du potentiel, comme on dit, pour son développement? Effectivement, le potentiel est là. C'est une ville avec beaucoup d'énergie. Je pense qu'il manque juste un petit plus pour démarrer tout ce que c'est possible de faire ici. Je trouve que le potentiel est là. Les gens sont prêts à investir, à s'engager, à développer des choses, de belles choses pour la région. Je crois vraiment que c'est possible. Toi, tu poursuis tes études ici avec l'université, entre autres au pavillon, j'imagine, qui est à côté du cégep de Sept-Îles. Est-ce que savoir-faire, tu vas t'impliquer dans le suivi, quoi? Regarder ça de proche? Oui, en plus d'être étudiant, je travaille pour l'Institut de technologie de maintenance industrielle, que c'est un organisme qui soutient les entreprises pour développer des projets d'innovation. On a beaucoup d'idées, on espère qu'on pourra démarrer plusieurs projets et on va être là pour les soutenir. Moi, je vais le faire de mon côté. Sylvain Larivière, en terminant, là, c'est encourageant, hein? Il y a même des jeunes qui pensent qu'il y a un bon nombre de projets qui risquent d'émerger. Et ce qu'on voudrait, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller ceux qui vous apparaissent vraiment le plus fort potentiel là-dedans. Ben c'est ça, mais c'est sûr qu'on va regarder aussi en fonction des promoteurs s'il y a de l'intérêt aussi. On avait tout de même au-dessus de 200 personnes qui étaient ici, donc des gens d'affaires, il y a plusieurs personnes qui se sont impliquées, qui ont vu qu'il y a du potentiel. Donc avec eux, on va travailler ensemble pour pouvoir faire émerger les projets. C'est bien fait, hein? C'est bien pensé comme concept, réunir les gens d'affaires, des étudiants comme ça, un regard un peu extérieur et intérieur sur cette île. C'est un beau concept, savoir-faire pour nous autres quand même, hein? C'est un super concept. Avoir 47 étudiants qui viennent de toutes les origines, qui viennent de toutes les disciplines, penser avec nous autres, puis de réfléchir à des idées d'affaires, puis de avoir un œil extérieur, c'est magique. On peut pas avoir plus que ça, là. Mesdames, monsieur, merci beaucoup. Oui. On aimerait juste remercier toutes les personnes qui ont participé à l'événement, que ce soit nos partenaires, collaborateurs, nos gens d'affaires, nos gens, là, ils ont vraiment très bien fait ça. On est fiers. Moi, j'aimerais dire, en fait, que on nous a bien insufflé l'esprit du jeu et de la victoire. Et là, dans très peu de temps, on va nous dire quelles équipes sont les gagnantes. Par contre, le mot d'ordre dans mon équipe ce matin, c'est qu'on a déjà gagné. On a gagné de tous les apprentissages et de toutes les belles relations qu'on a tissées ici. Merci. Bravo. Côte-Nord. Attitude. Le café gratuit McCafé est de retour. Du 14 au 20 novembre, savourez notre délicieux café McCafé de torréfaction supérieure gratuitement. Une torréfaction mi-noire pour un goût riche et corsé parfaitement équilibré. C'est notre façon de remercier ceux qui ont fait de notre café leur café. Vous n'y avez pas encore goûté? Du 14 au 20 novembre, obtenez un café de torréfaction supérieure McCafé petit format gratuitement. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails au restaurant. Chez Olivier Chrysler, du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, on a une bonne nouvelle pour les amateurs de vrais camions. Arrivage de camions Ram 1500 2017 avec des rabais jusqu'à 11 000 $. Et un rabais de 20% sur Jeep Cherokee 2016, modèle sélectionné en inventaire. Détail en concession, financement spécialisé sur place. Profitez de votre visite pour faire l'essai de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. La voiture officielle de l'émission La Voix. Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche, ouvert en soirée de 18h30 à 20h.
Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi. Faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Ah, la boutique Attraction. Non, tu me dis pas? Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler de la vraie guignolée. On est habitué de parler de la guignolée des médias, mais ça, c'est pas la vraie. La vraie guignolée, la plus ancienne, c'est sûrement à cette île, celle des Chevaliers de Colomb. Exactement. Et Jean, ça commence à sentir de plus en plus le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est une période heureuse habituellement, mais il y en a des plus démunis qui ont besoin d'aide pour égayer justement leur temps des fêtes. Et c'est ce que les Chevaliers de Colomb vont faire en fin de semaine. Donc, pour en parler, on reçoit Normand Primard et Régent Rioux des Chevaliers de Colomb. Vous allez bien, messieurs? Oui, en super forme. Oui, en super forme. On le disait, c'est probablement l'une des plus vieilles traditions ici à cette île. Cette guignolée des Chevaliers de Colomb, ça fait quoi, plus de 60 ans que ça existe? Oui, ça fait plus de 60 ans que les Chevaliers ici à cette île ont commencé à faire la guignolée, pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Mais ça s'est poursuivi. Je pense qu'il y a une année qu'on a pris off, là. Oui, une année, je pense qu'il n'y a pas eu de guignolée. On a décidé que le besoin était encore là, puis on est revenu à l'assaut avec ça. Ben tout à fait, et c'est en fin de semaine que ça se passe, donc c'est dimanche, la guignolée des Chevaliers de Colomb. Et oui, vous allez passer de porte en porte, mais vous avez des besoins aussi. Vous avez besoin de bénévoles pour cette guignolée-là. Oui, on a un grand besoin de bénévoles parce que nous autres, les Chevaliers, comme Régent disait, on est là depuis 60 ans, puis nos membres commencent à vieillir, les jambes sont moins bonnes. Ça fait qu'on demande l'aide de la population, ceux qui veulent venir donner un coup de main passer. Mais au cours des années, il y a tout le temps eu d'autres bénévoles qui ne seront pas chevaliers, qui ont ce besoin d'aider là les gens qui sont venus se joindre à nous. Puis on espère qu'ils vont venir encore nombreux cette année. Ben tout à fait. Si jamais là on entend ça puis qu'on a envie de vous donner un petit coup de main, on vous rejoint de quelle façon? Vous me présentez au 550 quartier au local des scouts. Puis nous, on va être là à partir de midi pour donner les dossards identifiés aux Chevaliers de Colomb, les cannes puis tout ça, pour faire passer dans la ville de cette île. Oui, puis c'est bien important de le dire que vous allez avoir des dossards vraiment identifiés là, parce que c'est du porte-à-porte quand même. Donc les gens, faut pas hésiter à donner. Là. Vous allez être vraiment bien identifiés. On va être très bien identifiés. On a le dossard pour la sécurité des gens, puis c'est vraiment identifié aux Chevaliers de Colomb. Puis les dossards servent seulement qu'à ça. Donc là, ce que vous récoltez cette année, c'est qu'est-ce qu'on peut vous donner? Des denrées alimentaires, puis de l'argent, c'est tout ce qu'on ramasse, puis on fait ça avec le comptoir alimentaire de cette île. On remet au comptoir alimentaire de cette île, puis c'est eux autres qui vont distribuer à la population. On est sûr que ça va à bonne place. Comme ça, hein? C'est vraiment... les gens sont évalués quand ils vont au comptoir alimentaire. Ça va aux bonnes familles. Exactement. Oui, puis avant, les chevaliers, on remettait nous-mêmes les paniers, puis à présent qu'il y a un organisme qui est là pour faire la vérification de tout ça, on a pensé que c'était plus valable de donner ça au comptoir alimentaire. D'autres ont fait notre acte de charité en allant chercher les dons. On donne ça au comptoir alimentaire pour que ça soit redistribué dans la population. Et eux connaissent les besoins aussi, là, sont à même de savoir. Ben oui, c'est ça. Puis bien souvent, les organismes comme le CLSC, quelque chose de même, là, ils vont recommander des gens au comptoir alimentaire, tandis que nous, on est obligés de faire des petites enquêtes avec les moyens du bord. Je pense que c'est plus safe en agissant comme ça, en donnant les denrées au comptoir alimentaire que les autres peuvent donner aux gens qui en ont vraiment besoin. Les gens sont généreux habituellement quand vous passez les voir à chaque année? Très généreux. Très généreux. Puis c'est ça, là, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui vient en compétition avec la guignolée des médias. Non. Parce que les gens qui vont donner à la guignolée des chevaliers vont redonner à la guignolée des médias. Ça va tout au comptoir alimentaire. Ouais, ça va tout au comptoir alimentaire. Les mêmes familles. Mais là, parlez-moi un petit peu des chevaliers, là. Vous m'inquiétez, là. Ben, tantôt, j'ai entendu parler de moyenne d'âge de 60 ans. C'est quand même une organisation qui est ancrée, enracinée à cette île. Vous avez même plus de local, quoi. Ça va disparaître, les Chevaliers de Colomb, chez nous. Non, il faut pas que ça disparaisse, là. On commence à se retrousser les manches, puis on va faire du recrutement. Puis on va attirer les jeunes. La guignolée, c'en est une activité qui peut attirer les jeunes. Les jeunes nous voient y aller faire du bénévolat comme ça. Si on est tout seul dans notre coin et on fait rien,
c'est sûr qu'on n'est pas attirant. Mais en faisant des activités comme les déjeuners qu'on faisait avant, on va s'organiser pour commencer à faire des déjeuners à quelque part. On se trouve une place. Qu'est-ce qui est arrivé de votre local? Là? Finalement, on pouvait pas le déménager, on l'a mis à terre, vous êtes rendu dans le sous-sol de l'église. Ouais, on est rendu dans le sous-sol de l'église Marie-Immaculée. Puis votre local, finalement, c'est un dossier qu'on a négocié au mieux, mais finalement, on n'a pas pu le sauver, quoi. On a négocié au mieux, puis on a eu le pire. Non, ça va être... on est en train de retravailler nos affaires, là. On est en train de se restructurer, puis on va aller de l'avant. Mais parfois, faut ça, un petit creux pour repartir en force après ça, puis ça amène des nouvelles idées. Ben, c'est ça. D'une épreuve comme ça, et il va sortir juste les plus forts. Les plus faibles vont rester à terre, puis nous autres, on se relève, puis on repart. C'est sûrement que d'ici quelques années, on pourra dire encore que les chevaliers, c'est un fleuron dans cette île. Oui, parce que c'est un peu partout, j'imagine, que les chevaliers de Colomb, c'est en baisse au Québec. C'était un mouvement qui était beaucoup associé à l'Église. Alors, on voit pas mal moins de monde dans les églises. On voit peut-être moins de monde dans les initiations des chevaliers de Colomb, là. Mais la chute n'est pas si grande que ça au Québec. Puis, au niveau mondial, on est en expansion, on est presque rendu à 2 millions. Parce qu'avant ça, on était concentré juste dans les Amériques. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Pasteurs sont rendus aux Philippines, sont rendus en Europe. En Pologne, on a des conseils des chevaliers de Colomb. On commence à s'étendre mondialement. Ici, la guignolée, c'est une de vos activités. Vous faites quoi d'autre dans une année de chevalier? Il y a toutes sortes de choses au calendrier? Oui, il y a toutes sortes de choses au calendrier. Comme moi, comme mon implication à la paroisse Saint-Joseph, ça vient de mes croyances comme chevalier. J'étais impliqué comme marguillier depuis 2007 à la paroisse l'Ange Gardien. Après ça, on a fait des déjeuners. Là, on veut s'organiser pour recommencer les déjeuners. À l'heure actuelle, il y a une autre campagne qui est en cours. C'est la campagne des billets des œuvres des Chevaliers de Colomb. Tu sais, les billets qu'on vend par tous les centres d'achat jusqu'au à fin de mars environ. Il y a 255 000 piastres en prix. C'est sûr que c'est provincial, mais 60% de cet argent-là revient localement ici. 60%, plus un 5% de tout ce qui est vendu, des billets pour la campagne des œuvres qui revient dans la région. Comme pour l'année passée, la campagne des œuvres, l'année passée, il y a près de 1 000 $ qui étaient donnés à la fondation de l'hôpital. Après ça, je suis allé à une réunion au mois d'octobre. L'année prochaine, on veut peut-être plus aller vers les lignes des Sables. Ben, c'est encore bien vivant, les chevaliers de Colomb, tant mieux. On entend moins parler de vous autres de ce temps-ci, là, à part la guignolée une fois par année. Ça fait que ça pourrait revivre dans les prochaines années. Ah, c'est sûr, notre vie cachée est finie. On va recommencer notre vie. Ouais. C'est pas vos initiations qui faisaient peur, là, qui empêchaient des gens. Et apparemment qu'il y a des secrets dans les initiations. Non, c'est sûr. Il y a un secret dans l'initiation de devenir chevalier de Colomb. C'est dans un but de charité envers les nouveaux qui vont rentrer. Comme si je t'emmène voir un film, je te compte le film avant, t'aimeras pas ça. C'est pour garder un peu de mystère. Ben oui, c'est juste ça, pour garder le mystère, pour que les gens qui vivent les initiations vivent quelque chose de beau aux autres aussi, dans la surprise. Ça va rester un mouvement exclusivement pour les hommes. Disons que Valérie voudrait rentrer dans les Chevaliers de Colomb, vous allez la référer aux Filles d'Isabelle ou à une autre organisation, c'est ça? Ben ça, c'est plus les Marie-Reines, là. Les Marie-Reines, ça existe encore, eux autres aussi. Ouais, eux autres, à cette île, on entend un peu moins parler, mais... Eux autres existent encore aussi. Bon. Eh ben bravo, puis on va vous souhaiter une bonne guignolée dimanche. Les gens, soyez généreux et on rappelle, là, si jamais les gens veulent aller aider les Chevaliers de Colomb pour cette guignolée-là, ben c'est au Local Scout dimanche à compter de midi que vous pouvez vous présenter. C'est sûr, puis nous autres, d'avance, on remercie les gens qui acceptent de partager un petit peu pour les moins chanceux dans la société. Un gros merci pour votre présence à l'émission Côte-Nord Attitude également, messieurs. Un gros merci à CKCN aussi de me donner la chance de s'exprimer. Merci. Hein? C'est tellement du monde enraciné à cette île qui appelle encore la radio CKCN. Eux autres, il y a encore bien du monde qui appelle encore la radio CKCN, je peux te dire ça. Valérie, un gros merci pour la co-animation. Ça fait plaisir, Jean. Demain, c'est Tommy Auger de TV Cogeco qui sera avec moi pour l'émission Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.